Bonjour à vous. Moi, c'est Sophia. Et moi, c'est Gabriel. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur les idées de Luc Julia. C'est l'ingénieur, l'informaticien qu'on connaît bien pour Siri, et qui est maintenant directeur scientifique chez Renault. Oui, et on va regarder de près son entretien pour stratégie. C'était pour son livre « IA générative, pas créative ». Le titre dit déjà beaucoup, non? Carrément, IA générative, mais pas créative. Est-ce que ces IA qui produisent texte, images, tout ça, est-ce qu'elles créent vraiment? C'est toute la question. Notre exploration du jour, ça va être de décortiquer un peu sa vision, les limites qu'il voit à ces IA. Alors, pour commencer, il y a un point qui m'a un peu surpris. Pour Julia, ce boom des IA génératives depuis 2019, c'est pas une révolution technique. Non, il parle d'évolution. Voilà, une évolution. Mais alors, qu'est-ce qui a vraiment changé pour que ça explose comme ça? Mais pour lui, le changement majeur, c'est l'interface, c'est le prompt. Le fait de pouvoir parler à l'IA en langage naturel, quoi. Ah oui, d'accord. Ça a ouvert la porte à tout le monde, plus seulement aux experts. Et c'est ça, pour Julia, la vraie rupture pour le public. Ça explique l'adoption fulgurante. Oui, on pense à ChatGPT. Exactement. 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, en 2023. C'est C'est fou. une démocratisation hyper rapide. Mais Julia met un bémol, c'est ça? Tout à fait. Il dit, attention, faut comprendre comment ça marche. Et surtout, là où ça rate. Les erreurs, les fameuses hallucinations. C'est pas un copain omniscient. Non, c'est pas magique. Voilà. Et ça nous amène au cœur de son argument. La différence qu'il fait entre génération et création. Pour lui, l'IA, elle génère. Point. Elle ne crée pas. Ok, expliquons un peu. Il dit que l'IA, elle produit un résultat quand on lui demande, avec un prompt, C'est ça. mais elle se base sur quoi? Sur les tonnes de données qu'elle a ingurgitées, des données qui viennent d'Internet, en gros. Donc, ce qui existe déjà. Exactement ça. Elle n'invente rien à partir de rien. Julia utilise une image assez forte. Il dit qu'elle remâche. Elle remâche. Oui. Elle remâche ce qu'on lui a donné. Il prend un exemple assez parlant. Si tu demandes à une IA de te prouver que la Terre est plate, Ah oui. si cette idée existe dans ses données d'entraînement, elle va te générer un texte qui va dans ce sens. Elle combine, elle paraphrase, mais sans jugement, sans intention, pas d'autonomie créative. Oui, je vois. Mais on pourrait dire que nous aussi, les humains, on fait souvent ça, non? On reproduit, on s'inspire beaucoup de ce qui existe déjà. Oui, et Julia le reconnaît. Il dit, bon, pour la plupart des gens, la plupart du temps, c'est vrai, on s'appuie sur l'existant. Mais il pointe deux différences clés. Lesquels? D'abord, il y a des humains qu'il appelle exceptionnels. Bon, il cite Picasso, Mozart, des gens qui ont vraiment réinventé leur art. Ok, les génies, quoi. Voilà. Mais ensuite, et c'est peut-être plus fondamental, il pense que n'importe qui, face à une situation complètement nouvelle, sans aucune référence, peut potentiellement faire preuve de créativité pure, d'invention. Ce que l'IA, elle, ne pourrait pas faire. Intéressant comme distinction. C'est une vision assez restrictive des capacités de l'IA, surtout vu l'ambiance actuelle. D'ailleurs, il parle d'IA forcing. C'est quoi ce truc? Oui, dit-il. Ils veulent mettre de l'IA partout. Même si c'est pas forcément utile. Voilà, parfois sans vraiment évaluer si c'est pertinent, si c'est efficace. Il a un exemple chiffré avec le CAC 40, je crois. Hein. Oui, c'est assez frappant. Entre 2023 et 2024, en moyenne, plus de 160 preuves de concept d'époque lancées sur l'IA par ces entreprises. 170. Et combien de mises en place réellement? Une dizaine, en moyenne. Donc beaucoup d'essais, coûteux. Pour pas grand-chose au final, en certains cas. Il compare ça un peu à la bulle Internet, tu sais, la bulle Petcom. Sauf que là, c'est amplifié parce que c'est facile de lancer un projet IA. Grâce au prompt, ça alimente la frénésie. Et du coup, cette pression, ça peut mener à l'IA washing, quand les boîtes font semblant d'utiliser l'IA plus qu'en réalité. L'article citait Coca-Cola. Oui, cet exemple où ils auraient un peu survendu l'usage de l'IA pour une recette. Alors, est-ce qu'il faudrait réguler ça? La com autour de l'IA. Alors là, Julia est assez sceptique. Il dit, en rigolant un peu, que c'est difficile de réguler le mensonge en général. Ah oui, c'est pas faux. Il cite Musk, Altman. Certains promettent beaucoup, consciemment ou non. Comment le régulateur peut faire la différence entre celui qui bluffe pour lever des fonds et celui qui y croit vraiment mais se trompe? Il pense que c'est compliqué à suivre. Bon, donc en résumé, Luc Julia nous appelle à être lucide. L'IA générative, c'est un outil puissant. Oui, un outil de paraphrase, de synthèse, de remixage, de remâchage de l'info existante. Mais pas une source de création originale autonome. Non.
C'est un super perroquet, si tu veux, mais c'est pas un artiste. Une aide peut-être, mais pas une muse. D'accord. Et ça nous amène à une dernière réflexion un peu pour ouvrir. Si l'IA se nourrit surtout de ce qui est sur Internet, Mhm. et que ce contenu sur Internet est de plus en plus généré par d'autres IA, Bah oui, est-ce qu'on risque pas de tourner en rond? c'est ça la question. Une sorte de boucle d'appauvrissement où l'IA remâche de l'IA qui remâche de l'IA et où la vraie nouveauté, même humaine, aurait du mal à émerger. Ça fait réfléchir. Qu'est-ce qu'on pense de ce cycle potentiel? Les commentaires sont là pour ça, pour partager vos idées là-dessus. Et si cette discussion vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à Confluence pour nos prochaines explorations. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.